Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons le sens de la vie. À la question « Y a-t-il une vie après la mort ?», Pierre Rabhi a coutume de dire que la vraie question est « Y a-t-il une vie avant la mort ?» Tant notre société tente de nous enfermer dans des boîtes tout au long de notre existence. Parfois, certains d'entre nous refusent ce modèle présenté comme une fatalité et agissent à leur manière pour changer la marche du monde. Très vite, la société les taxe alors d'activistes. Nous sommes avec l'un d'entre eux particulièrement engagé contre le projet de poubelle nucléaire de Bure, dans la Meuse. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Loïc Schneider, bonjour. Bonjour. Loïc Schneider, je vous ai déjà reçu au micro de Durablement Vôtre, c'était le 30 mai 2016, et je vous avais présenté alors comme étudiant, activiste et poète. En préparant cette émission, lorsque je vous ai demandé comment je pouvais vous présenter cette fois, vous m'avez répondu « ancien étudiant en droit, maraîcher et futur ouvrier ». Qu'en est-il au juste ? Oui, ça a pas mal évolué entre-temps, tout simplement parce que par rapport aux études de droit, avec tous les procès que j'ai eus, ça m'a pas mal fait des coups. Notamment, il faut savoir que dès la première interpellation que j'ai eue, en fait, j'avais mes examens quelques semaines après, et ça m'avait beaucoup troublé, donc ça m'a complètement bouleversé. Après, c'est au fil des lectures et des réflexions que j'en suis allé à finalement vraiment quelque chose que je voudrais faire de concret, qui est la base de la société, qui est tout ce qui est le métier de la paysannerie et le métier ouvrier. Ce qui me semble le plus palpable et le plus intéressant où j'ai envie de... Alors, on y reviendra bien sûr tout au long de cet entretien. Je me suis dit que c'est pour ne pas vous rattacher à une école, je veux dire une école de pensée, qu'à la place du propos d'un philosophe ou d'un politique quelconque, vous avez choisi ça, Loïc Schneider. Durablement Vôtre, Éric Mutschler. Me suis-je trompé, Loïc Schneider, en annonçant cet extrait du morceau Believe du producteur, compositeur et interprète Bob Dedus, paru sur l'album Edge of the World, sorti en 2017 ? Non, j'ai choisi ce morceau parce que je le trouve assez intéressant. C'est des petites musiques qui sont créées par des gens derrière leurs ordinateurs, ils ne sont pas forcément très connus, et c'est des musiques vraiment qui, je trouve, qui sont très inspirantes. Et du coup, juste pour revenir très rapidement sur Pierre Rabhi, que j'ai lu aussi Vers la sobriété heureuse, son livre, j'ai beaucoup apprécié, et sur le point de l'alternative, de trouver quelque chose. Et en même temps, je trouve que c'est un petit peu dommage sur le côté de la conflictualité, où c'est vrai qu'il est très apaisant, et il y a aussi beaucoup de révolte parfois. Et je trouve que c'est important aussi, par exemple, d'aller sur des terrains de lutte, comme à Notre-Dame-des-Landes, ou à Sivins, ou à Notre-Dame-des-Landes, sur les grands projets inutiles imposés, et oser créer l'alternative au cœur, être le grain de sable dans la machine, pour faire émerger les alternatives. Et c'est un petit peu ce que je trouve aussi dommage, avec le film Demain, qui est aussi intéressant sur les alternatives, mais pareil, on ne voit aucune image de la lutte à Notre-Dame-des-Landes, qui prend quand même une place importante aujourd'hui, qui nous rappelle un peu la commune. Des gens comme Pierre Rabhi font finalement une espèce de fond sonore de bonne conscience, c'est un peu ça l'idée ? Ouais, ce serait un petit peu ça, et qui ferait moins peur au système que la radicalité de l'action et de mettre corps. Voilà. Bon, après, c'est différentes facettes, je pense que c'est deux horizons, mais qui seraient intéressants s'ils tendaient un peu plus à se rejoindre et à s'entrecroiser, et ils trouveraient une certaine force entre eux aussi. Et du coup, pour revenir sur l'état de notre monde... moi, je trouve que déjà, la première chose qui m'a beaucoup troublé quand j'ai commencé à prendre conscience un peu de ce qui se passait, notamment sur Internet avec des vidéos, avec des documentaires, je trouve que c'est vraiment, on vit dans une... En fait, on est des privilégiés, on vit sur l'exploitation des ressources des autres, en fait,
notre système occidental est basé là-dessus. Et par rapport au nucléaire, qui va nous intéresser par rapport à tous les procès que j'ai vis-à-vis de ce projet d'enfouissement de déchets nucléaires, il faut savoir que l'uranium, déjà, il est pris en Afrique pour être utilisé en France. Et donc c'est vraiment en fait de la colonisation de ressources. Et c'est un peu triste qu'on en soit arrivé là, quoi. Notamment en Afrique, oui. Effectivement, lorsque on nous annonce, on essaie bien souvent de nous vendre le nucléaire comme étant le moyen d'obtenir une indépendance énergétique. Vous venez de le rappeler, Loïc Schneider, l'uranium, qui est le carburant des centrales nucléaires, la France n'en produit pratiquement pas ou pas du tout sur son sol. Donc, il vient bien de l'étranger et aucune indépendance énergétique. Du coup, c'est comment alors vous disiez à l'instant des recherches, des études. Vous prenez conscience à un moment donné, vous avez quel âge au moment de cette prise de conscience de ce qui est en train de se produire à Bure, en Meuse, Loïc Schneider? J'avais 16-17 ans et j'avais vu ça sur Internet. Mais c'est surtout venu donc très vite après avec les actions qui ont suivi. Et après, c'était pendant la COP21 aussi où j'ai vraiment vu des choses par rapport à l'état d'urgence qui a été mis en place, que je trouve que c'est vraiment une réponse assez bête et déplacée par rapport au terrorisme, parce que mettre des policiers à chaque coin de rue pour répondre à la menace, je trouve que c'est vraiment une attitude qui ne répond pas du tout et qui participe à la militarisation du territoire. Et pour moi, c'est beaucoup plus, par exemple, ce à quoi il faudrait s'attaquer, c'est les trafics d'armes dont lesquels sont responsables nos États, parce qu'ils se font de l'argent là-dessus. On voit notamment le film Lord of War qui en parle. Et notamment aussi, je trouve, sans vouloir faire l'avocat de ces gens-là, mais personnellement, les bombardements aussi qu'on a fait à l'étranger dans nos guerres, souvent il y a des victimes civiles, il y a des gens innocents qui meurent, et ça peut participer dans la perdition et dans la haine en fait, qu'on reçoit de perdre des membres de sa famille ou des amis. Ça peut participer à juste prendre le discours radical qui traîne et à se radicaliser. Et du coup, je trouve que c'est un peu triste d'avoir ce genre de discours qu'a eu Manuel Valls, qui est de dire chercher, c'est commencer à excuser. Essayer de comprendre, c'est commencer à excuser. Et c'est pas du tout de la sociologie, c'est pas du tout vouloir aller à la racine des choses, c'est rester en surface. Loïc Schneider, est-ce que vous n'avez pas le sentiment parfois de vouloir changer l'histoire du monde? Le sentiment de vouloir changer l'histoire du monde le monde, en fait, c'est chacun d'entre nous, donc je sais que chacun et chacune d'entre nous. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est aussi, ce que vous décrivez là, c'est triste à dire, mais c'est aussi vieux que l'histoire de l'humanité elle-même. Oui, mais en attendant, il y a eu des périodes où il y a eu l'émancipation, les possibilités d'émancipation, et à chaque moment, on arrive à mettre en déroute l'État et la machine oppressive, à créer des espaces, que ce soit sur les ZAD ou les zones d'occupation, ou sur des luttes beaucoup plus globales, c'est une victoire. Et c'est vraiment beau d'en être là. Très rapidement, juste, il faut savoir qu'en Afrique, il y a le franc CFA, qui est un franc qui est dévalué. 1 euro, c'est 655 francs colonial. Et le franc CFA est toujours imprimé en France, et on prend 25% à l'impression. Et ça encore, c'est en fait une mainmise coloniale de la France sur l'Afrique. Et ça ne participe pas du tout à l'essor et à l'indépendance de l'Afrique. En 1921, en Angleterre, un psychiatre recherchait les garçons et les filles que d'autres écoles trouvent fatigants, paresseux, obtus et asociaux. Il m'a taquiné. Alors, je cours après et je commence à lui taper dessus. Il y avait un attroupement autour de moi. Il tombe par terre, je me mets à cheval sur lui et puis je commence à lui taper dessus. Et les enfants, il y en avait, je sais pas moi, une bonne dizaine, tous autour, en rond. Et puis, tout d'un coup, je m'arrête, je les regarde comme ça, autour. Alors, je m'excuse, ça me fait pleurer quand à chaque fois que je me rappelle de cette histoire, je pleure. Je regarde autour de moi. Et puis, je les vois comme ça, puis il y a un petit garçon qui me dit tu sais, tu es le premier enfant qui tape ici, on n'a jamais tapé. Et quand il m'a dit ça, je me suis effondré en larmes, et ça me reprend, c'est drôle. Même après 50 ans, une émotion pareille, elle reste. On ne peut pas s'en défaire. Et après ça, je me suis plus jamais battu. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Le témoignage de l'un des enfants de Summerhill, un titre d'un documentaire réalisé en 1997 par Bernard Kleindienst sur cette école à la pédagogie particulière qui existe toujours. Elle est aujourd'hui dirigée par la fille de son fondateur, Alexandre Neal. Avez-vous été un enfant fatigant, paresseux, obtus et asocial, Loïc Schneider ? Pas vraiment, mais j'ai plutôt vu par exemple ces scènes. Je me rappelle quand j'étais au collège, à un moment donné dans la cour de récréation, il y avait une bagarre et tout le monde était autour et applaudissait comme si c'était un spectacle alors qu'ils étaient en train de saigner et de se mettre à sang. Et moi quand j'ai vu cette scène, j'ai juste voulu intervenir, je me suis mis entre les deux, j'ai essayé de les séparer.
Et en fait, c'est un peu l'école a cette faculté de déresponsabiliser l'individu, déresponsabiliser l'enfant, pour laisser ça au professeur ou laisser ça au surveillant, au directeur. Et là, dans cet extrait, on voit bien en fait que cette personne, elle a été changée non pas parce qu'elle a été punie face à sa violence, mais parce qu'elle a eu un regard, une compréhension de l'amour. Et si on était un peu plus ouvert et un peu plus ouvert à l'humanité des gens, on arriverait beaucoup plus à faire évoluer les choses. Et cette école, la particularité, c'est que par rapport à toutes les écoles alternatives qu'on peut avoir en France, qui sont intéressantes, il y a vraiment l'idée que les cours ne sont pas obligatoires. Donc l'enfant peut faire ce qu'il veut. Et il y a des enfants dans ce documentaire qui est Libres enfants de Summerhill, qu'on peut retrouver sur YouTube. Ils font pendant 7 mois parfois des cabanes, ils se baignent dans la rivière. Et d'un seul coup, l'esprit de curiosité est attisé. Et ils vont par eux-mêmes aller en cours. Et les résultats sont beaucoup plus conséquents. L'esprit d'artiste et indépendant est beaucoup plus développé aussi chez l'enfant. Alors qu'aujourd'hui, on inculque des choses dans l'enfant au lieu de laisser fleurir ce qu'il a à l'intérieur de lui. Et il y a une petite citation de Thoreau, Henri-David Thoreau, qui dit « L'éducation fait d'un petit ruisseau libre et sinueux un fossé tout droit ». Et il y a Gandhi, une autre citation assez intéressante. « La vraie liberté n'adviendra que lorsque nous nous serons libérés de l'éducation occidentale, de la culture occidentale, de la manière de vivre occidentale. » Donc c'est aussi remettre en question notre mode de vie, notre appréciation, notre rapport à la nature, notre rapport à nous-mêmes et entre nous. Parce que finalement, on se perd beaucoup, on est beaucoup plus recentré sur nous-mêmes et sur des choses qui sont totalement abstraites, du matériel. Et il y a un documentaire qui en parle très bien, qui s'appelle « Scolariser le monde », qu'on peut voir en tapant sur YouTube, et qui développe aussi cette idée de cette volonté de l'Occident d'aller partout dans le monde et de dire ce modèle est le meilleur et le bon. Et Rabelais disait qu'un enfant n'est pas un vase qu'on remplit, c'est un feu qu'on allume. Ah, il est pas mal aussi. Tout commence à l'école, en quelque sorte, Loïc Schneider. Oui, c'est ça. Et après, c'était au lycée. Donc, quand j'étais au lycée, en fait, j'avais des boutons. J'étais assez... Comme souvent un au petit lycée, peu, un peu de l'acné partout. Et j'étais très mal vu. Et en fait, j'étais un peu le souffre-douleur dans la classe. Et ça m'a vraiment fait un gros coup, surtout que j'étais au lycée Poincaré à Nancy. Et le fait que les personnes qui m'embêtaient beaucoup, en fait, c'était souvent des gens qui réussissaient bien ou qui étaient bien dans la société. En fait, j'ai pas voulu ressembler à ces gens-là et je me suis dit, c'est la société, en fait, c'est ça, c'est ce qu'on nous vend, cette illusion de progrès, ça nous amène à cette bassesse-là d'humanité. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à d'autres choses, et notamment à Into the Wild, qui a participé à ma propre manière de concevoir la vie. Vous parlez du film, là. Le film Into the Wild, où j'ai lu tous les livres de prédilection de Christopher McCandless, là où j'ai découvert Tolstoï, qui a participé beaucoup du coup à mon processus d'éducation, si on peut dire. Et c'est vraiment des livres qui m'ont touché beaucoup plus que ce que l'école aurait pu m'apporter. Loïc Schneider, l'éducation, le système éducatif, et vous évoquez à l'instant le système français, peut-être occidental, il est variable aussi d'un pays, d'un peuple alors, à l'autre. Et il y a un exemple que je trouve assez beau, c'est les colons déserteurs en fait. Donc il y a beaucoup de rapports d'époque qui montrent qu'au XVIIe et XVIIIe siècle, des flux réguliers de colons blancs désertés pour rejoindre les Indiens. Et voilà ce qu'en dit Benjamin Franklin. Aucun Européen ayant goûté à la vie sauvage ne peut ensuite supporter le retour dans nos sociétés. Également, quand un enfant indien a été élevé parmi nous, qu'il a appris notre langage et s'est habitué à nos coutumes, s'il retourne voir sa famille, ne serait-ce qu'une fois, on ne pourra jamais le persuader de revenir. Et ce n'est pas inhérent aux Indiens, mais aux hommes. Quand les Blancs des deux sexes ont été faits prisonniers jeunes par les Indiens et ont vécu un certain temps parmi eux, même s'ils sont rachetés par leurs amis et traités avec toute la tendresse imaginable pour les convaincre de rester parmi nous, en très peu de temps, ils se dégoûtent de notre manière de vivre et tout le travail et peine qui sont nécessaires pour l'entretenir, et prennent la première bonne occasion de s'échapper de nouveau dans les bois, de devenir impossible de le récupérer. La chanson que vous avez choisie de nous faire écouter maintenant, Loïc Schneider, s'intitule « Should I Ever Be a Soldier ?» Devrais-je être un soldat en français, une chanson écrite par l'émigré suédois Joe Hill, né Joel Hägglund en 1879, aussi connu sous le nom de Joseph Hillström, membre du syndicat américain Industrial Workers of the World, l'IWW, et une figure des luttes sociales aux États-Unis. Je pense comprendre votre choix. We're spending billions every year for guns and ammunition. Our army and our navy there to keep in good condition, while billions live in misery and billions die before us. Don't sing my country 'tis of thee, but sing this little chorus. Should I ever be a soldier, 'neath the red flag I would fight. Should a gun I ever shoulder,
It's to crush the tyrant's might. Join the army of the toilers. Men and women fall in line. Wage slaves of the workers, do your duty for the cause for land and liberty. And many a maiden pure and fair, her love and pride must offer on Mammon's altar in despair, to fill the master's coffer. The gold that pays the mighty fleet from tender youth he squeezes, while brawny men must walk the street and face the wintry breezes. Shall I ever be a soldier 'neath the red flag I want to fight? Shall the gun I ever shoulder, it's to crush the tyrant's might. Join the army of the toilers, men and women fall in line. Wage slaves of the workers, do your duty for the cause for land and liberty. Why do they mount their Gatling gun 1,000 miles from ocean, where hostile fleet could never run? Ain't that a funny notion? If you don't know the reason why, just strike for better wages, and then, my friend, if you don't die, you'll sing this song for ages. Shall I ever be a soldier 'neath the red flag I want to fight? Shall the gun I ever shoulder, it's to crush the tyrant's might. Join the army of the toilers, men and women fall in line. Wage slaves of the workers, do your duty for the cause for land and liberty. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Nous dépensons des milliards chaque année pour les armes à feu et les munitions, notre armée et notre marine chérie pour rester en bon état, alors que des millions vivent dans la misère. Devrais-je être soldat sous le drapeau rouge? Je me battrais. Est-ce que le pistolet que j'ai jamais épousé, c'est pour écraser la puissance du tyran? Rejoignez l'armée des travailleurs, etc., etc. Voilà ce que disent la première strophe et le refrain de cette chanson interprétée ici par Mats Paulsson. Vous connaissez la fin tragique de Joe Hill, l'auteur de cette chanson, Loïc Schneider? Il me semble qu'il a été tué, oui. Alors c'est une fausse accusation de meurtre qui lui a valu une condamnation à mort. Vous avez été condamné pour une vraie attaque informatique. Loïc Schneider, racontez-nous. Et d'ailleurs, donc, la fin de sa chanson, c'est « Esclaves de tous les pays, levez-vous pour la terre et la liberté ». Et ça fait vraiment le lien. Donc, là, en fait, c'est vraiment ce projet d'enfouissement de déchets nucléaires, c'est vraiment une atteinte en fait, à la terre, une atteinte à la vie. Et c'est contre l'ANDRA, le projet d'enfouissement de déchets nucléaires. Il faut savoir que ces gens-là, en fait, qui mettent ces déchets dans le sol, c'est les mêmes qui... en plus de prendre l'uranium en Afrique pour l'utiliser chez nous, ont renvoyé les déchets pendant longtemps en Somalie, où il y a déchets toxiques en Somalie, l'eutropiraterie, un documentaire d'Arte qui en parle, où il y a 30 ans, ils les balançaient dans l'océan Atlantique, et la seule limite à cette folie, ça n'a pas été leur propre réflexion, mais la mobilisation des gens qui ont montré et qui ont filmé, et ces images ont fait le tour du monde, et du coup c'est face à la pression qu'ils ont dû rechanger. Maintenant ils décident donc de les mettre sous terre. Et ils ont échoué à plusieurs autres endroits dans d'autres régions, et ils y arrivent ici parce qu'ils donnent 30 millions d'euros chaque année au Conseil général de la Meuse et de Haute-Marne qui participent le moteur du consentement en fait ici c'est l'argent, c'est pas une réflexion, c'est pas une décision commune humaine en fait pour l'humanité. Et donc tout ça m'avait révolté derrière mon ordinateur, et j'ai commencé à faire des attaques en rejoignant la nébuleuse Anonymous qui est un groupe de hackers. Et donc suite à ça, il y a eu des attaques en décembre 2014 où on demandait donc en attaquant le Conseil général de la Meuse, la tenue d'un référendum à l'époque, parce qu'il avait été ignoré en 2006, malgré une pétition de 50 000 signatures, qui est quand même 25% du corps électoral meusien, des gens qui votent. Et on demandait juste ça, et puis on continue à faire des attaques sur le site de l'ANDRA également. Et donc c'est la DGSI qui a fini par venir chez moi à 6h du matin. DGSI? La Direction Générale de la Sécurité Intérieure, c'est la police à un niveau assez élevé. Ils étaient 7, ils sont venus rentrer assez vite, mon père a fait un malaise, ils sont rentrés dans ma chambre,
Ils m'ont réveillé, ils ont commencé la perquisition. J'ai eu 48 heures de garde à vue qu'ils ont rallongé parce que je voulais pas donner les informations qu'ils voulaient. J'avais pas pris d'avocat et du coup ils se sont permis un petit peu des petites pressions. À un moment donné, ils me disaient qu'on est là pour ton bien, pour te remettre sur le droit chemin. Mais en même temps, ils étaient prêts. À un moment donné, il m'a dit, tu sais, je suis quelqu'un de sympa, mais si on m'énerve, je peux être violent. Alors moi je lui ai dit, mais attendez, vous êtes là pour mon bien, mais vous êtes quand même prêt à me frapper. Finalement, il m'a pas frappé, même si je sais que ça se fait dans certaines auditions. Mais à un moment donné, ils sont allés à un point où ils ont fait pression sur mon meilleur ami en montrant une photo lors d'un montage vidéo que je faisais avec le masque, en disant c'est qui cette personne. Et du coup, ils m'ont dit, on veut savoir les informations. Et en fait, cette photo elle a été prise depuis la webcam de mon ordinateur. Et c'est vraiment une atteinte à la vie privée, surtout qu'à l'époque, je faisais que des vidéos et je faisais pas du tout d'action. J'étais pas du tout encore lié ou affilié à des actions. Et face à ça, en fait, je leur disais, mais attendez, c'est mon ami, je comprends pas pourquoi lui il cherchait. Et ils me font, vraiment, c'est une atteinte à la vie privée. Mais et ils m'ont dit, oh tu sais, t'inquiète pas, c'est pas pour te voir nu sous ton duvet. Et ils rigolent pendant plusieurs secondes. Et quand ils ont dit ça, en fait, je me suis vraiment senti touché dans mon intimité parce que c'est un problème que beaucoup de jeunes ont aujourd'hui avec la pornographie, avec ces choses-là. Et moi, malheureusement, j'étais dedans. Et en fait, le fait qu'ils savaient que le fait que je sache qu'ils m'ont vu nu en train de masturber, c'est sûr, c'est pas une grande nouvelle qui ferait scandale, mais je veux dire, c'est quand même quelque chose où on est touché dans notre intimité. Et ça, en fait, ils ont utilisé pour faire pression. Et du coup, ils ont dit, alors c'est qui cette personne? Je dis, c'est Romain Bram, mon meilleur ami. Alors comme ça, t'es prêt à balancer ton meilleur pote, mais t'es pas prêt à me donner des informations sur des gens que tu connais même pas. Et je leur ai dit, mais attendez, si je vous dis ça, c'est que je sais qu'il n'y a rien à voir, et je suis sûr que vous le savez aussi. Ils me font peut-être, mais en entendant avec cette photo, on a code poursuivre pour complicité, d'attaque informatique. Et du coup, j'ai décidé de donner les informations parce que lui, il n'avait rien à voir avec tout ça, et il ne partageait pas forcément mes opinions. Et du coup, j'ai pas voulu, et malheureusement, on a l'avantage de pas se connaître entre nous, mais j'ai donné un témoignage à charge qui a permis de charger un pseudonyme. Ils avaient déjà fait le rapprochement entre le pseudo et l'identité. Loïc Schneider, lorsque vous menez cette attaque informatique qui a bloqué pendant quelques temps le site informatique, le site web du conseil départemental, on peut dire que vous êtes dans une forme de douce naïveté finalement et que cette expérience d'interpellation assez brutale, assez violente que vous venez de nous décrire, c'est un choc pour vous? Ouais, c'est un choc, surtout que... En fait, après on m'a dit pendant le procès, vous savez, vous pouvez faire des manifestations, c'est ce que j'ai fait du coup, et bon, j'ai fait des manifestations et j'ai fini par avoir un nouveau procès, parce que j'ai fait des manifestations, et ils m'ont quand même mis donc 4 mois avec sursis qui ont été reconfirmés aujourd'hui, et autour de 7 000 € d'amende, et j'ai quand même eu la reconstitution de mon matériel informatique finalement qui avait été pris à l'époque. Alors, vous avez fait l'objet d'un deuxième procès que vous qualifiez d'acharnement judiciaire et policier pour la raison qu'explique Maître Étienne Ambroselli, votre avocat. En raison de ce principe fondamental qui est le non bis idem, c'est-à-dire on n'a pas le droit d'être condamné 2 fois pour les mêmes faits. Et en fait, c'est quand même un principe tellement fondateur et tellement, qui est prévu depuis la Révolution comme quelque chose qui permet de lutter contre un État surpuissant et qui opprime les libertés individuelles. Donc voilà, c'est un principe de sûreté, comme on dit, voilà, et qui permet d'éviter ces excès de répression dans lequel on est. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Ce que votre avocat explique dans cet extrait tiré d'une interview sur une radio libre parisienne en septembre 2016, Loïc Schneider, c'est le principe non bis in idem en droit français. Oui, c'est le principe qui dit qu'on ne peut pas être jugé 2 fois pour les mêmes choses pour lesquelles on a été condamné. Et vu que j'ai déjà été condamné pour plusieurs attaques sur différents sites internet, notamment donc Bure, il y avait aussi Sivens, le fait de remettre un procès sur Sivens par rapport à une attaque qui aurait eu lieu sur le site de la préfecture de police de Paris, c'est vraiment de l'acharnement. Surtout qu'il faut savoir que à l'époque, quand on regarde le dossier, quand ils préparaient le premier procès, la préfecture de police de Paris avait dit non, écoutez, comme l'attaque n'a duré que 18 minutes, ça n'a pas fait l'objet d'un rapport d'incident, donc on ne souhaite pas que ça soit rajouté dans le premier procès, quoi. Et donc, entre-temps, le temps passe, il y a la COP21, et moi j'y étais dans cette manifestation qui avait été interdite, soi-disant pour la sécurité après les attentats, et qui arrangeait très bien le pouvoir parce que ça a été une contestation massive par rapport au greenwashing et à cette mascarade en fait des élites. D'ailleurs que le COP21 était quand même financé par les plus grands industriels. Et moi j'étais à cette manifestation et j'ai halluciné de voir la violence policière qui s'est exercée et surtout ce silence médiatique. On était même nassé à un moment donné et le Figaro titrait des centaines de manifestants toujours face aux forces de l'ordre, alors que en fait non, c'était les forces de l'ordre qui nous faisaient face. On voulait sortir depuis 6 heures et ils nous ont toujours pas laissé sortir. Quand je suis rentré chez moi, du coup j'ai réalisé en fait une compile des violences policières que j'ai mise sur mon Facebook, et cette compile elle a fait des 4 millions de vues, 80 000 partages. C'est ce qu'on appelle un buzz. Ah ouais, c'est un sacré buzz, ouais. En fait du coup c'était vraiment la contre-info qui a vraiment tourné parce que les gens se l'ont accaparé et ont vu que... Puis c'était tellement gros le mensonge médiatique sur l'attitude de la police.
Et beaucoup de policiers en fait ont commenté cette vidéo notamment en disant tu ne montres que les violences des manifestants. Alors que je précisais dans cette vidéo que justement face à ce que les médias n'arrêtent pas de dire, il faut avoir un autre retour. Et vrai dire, j'avais pas le temps. La vidéo est limitée à 20 minutes sur YouTube et ma vidéo fait 20 minutes. J'aurais pu mettre encore beaucoup d'autres violences, mais j'avais pas le temps. Et du coup, ça a fait rager, ça a énervé beaucoup de policiers, et je pense que c'est monté en fait, parce que c'est la préfecture de police de Paris qui était responsable du maintien de l'ordre à ce moment-là. Je pense que c'est remonté jusqu'à la préfecture de police de Paris. Ils ont dû faire une recherche rapide sur mais c'est qui cette personne qui a fait cette vidéo là. C'est une théorie. Hein. Et du coup ils ont vu tiens mais on a déjà un dossier avec lui. En plus il a attaqué notre site internet à un moment donné. On l'avait pas poursuivi à l'époque. Bon bah hop on le lance. Et du coup quelques semaines après la COP21. Où j'avais fini en garde à vue, mais on était 400 à être en garde à vue, et du coup, les gens avaient été libérés parce que c'était totalement nul de condamner des gens juste pour avoir marché. Et surtout que c'était une belle manière de nous protéger, de nous matraquer et de nous frapper. Donc je trouve que c'était une belle manière de la part de la police. Et du coup, la police, la DGSI revient à mon domicile le matin, un beau matin. C'était le 26 janvier. Ils connaissent l'adresse maintenant. Ouais, ils connaissent l'adresse, ouais. C'était des gens de Metz, cette fois-ci, ils disaient qu'ils venaient de Metz. Et donc ils viennent à 10h, un peu plus tard. Ils laissent un peu plus le temps, c'est pas une perquisition. Et ma mère, elle ouvre la porte et... Encore vous. Spontanéité, oui, voilà. Mais attendez, mais non, mais c'est trop tard maintenant. C'est fini, vous pouvez plus venir. Fallait venir avant. C'était avant. Non, vous avez pas le droit de venir là. Et moi, je trouvais ma mère un peu naïve sur le coup de répondre comme ça. Mais en fait, elle a eu tout à fait raison. Parce qu'en effet, il y a ce côté non de bicidème. On peut être jugé 2 fois pour la même chose. Donc, en fait, c'est trop tard. Oui, en effet, ils sont venus trop tard. Et donc, ils sont rentrés. Ils m'ont fait... Ils avaient oublié une mallette. Et heureusement, ils sont venus la récupérer 2 minutes plus tard. Et c'était une mallette qu'ils avaient laissée dans ma maison, dans la maison de mes parents. Et du coup, donc, le procès se déroule. C'est assez intéressant d'ailleurs. Alors là, c'est le procès concernant cette manifestation à la COP21. Non, ça c'est le procès par rapport au fait que l'attaque de la préfecture de police de Paris. Oui. Ouais. Ça c'est parce qu'ils ont fait la compile. Que je pense que c'est pour ça que ça les a motivés. Et du coup, ils disent dans leur conclusion que par rapport à l'attaque, il en est résulté un préjudice d'image en interne, les personnels de l'État ayant eu le sentiment de n'avoir pas su sécuriser la vitrine de l'institution préfectorale sur le net. En considération à ces atteintes graves à l'image, il est sollicité la condamnation de M. Loïc Schneider au paiement à titre de dommages et intérêts d'une somme de 4 000 €. Et donc on entend préjudice d'image, considération d'atteinte grave à l'image. J'ai jamais eu ça, j'avais toujours eu d'autres choses lors de mes premiers procès, matériel, dégradation matérielle. Et je pense que utiliser le mot image, ça fait vraiment écho à cette compile en fait qui les a touchés. Et donc finalement la justice a reconnu le nom de bis in idem. Le juge a dit non, on peut pas juger 2 fois, donc j'ai eu une relaxe. Mais malheureusement, ils ont fait appel. Et donc, j'ai toujours pas la date, mais le parquet a fait appel, la préfecture de police a fait appel. Et ils veulent vraiment me remettre ce procès. Et pendant le procès, pendant qu'ils délibéraient, les juges, il y avait un agent de la DGSI qui était présent dans la salle, qui était venu faire la perquisition à mon domicile, qui était là aussi à mon premier procès, qui a discuté avec la procureure un peu en bon ami. Et du coup, ça sent vraiment un petit peu la volonté de casser, de briser, parce que finalement, ça n'a fait que me renforcer et pas du tout me calmer en fait tout ça parce que c'est une répression tellement démesurée. Loïc Schneider, en fait tout ce que vous nous racontez là, finalement ça pose la question de la légitimité du lanceur d'alerte, puisque le lanceur d'alerte, vous êtes quelque part un lanceur d'alerte dans la mesure où finalement vous dénoncez un système qui se protège lui-même par la loi, et si vous voulez le dénoncer, vous vous mettez forcément hors la loi. C'est un peu ça le dilemme finalement. Et puis c'est très subtil du coup, parce qu'on va pas vous attaquer parce que vous avez fait une vidéo sur les complicité des violences policières. On va vous attaquer parce qu'il y a un truc souterrain qui est quelque part, et du coup on utilise ça comme outil pour... c'est très sournois et tout est très subtil et très hypocrite. Pas une répression flagrante, mais c'est une répression très subtile, intérieure et cachée, parce que sinon elle est trop visible malheureusement pour eux. Pour autant, si les policiers sont parfois brutaux, Loïc Schneider, c'est parce qu'ils s'ennuient. Premier constat, ces flics de la BAC ou les autres, on les imagine un peu comme dans les séries télé, toujours sur le qui-vive. En fait, leur quotidien, c'est beaucoup d'ennui. Ce qui m'a d'abord frappé en sortant avec eux de jour, de nuit, dans leur véhicule, c'est l'inaction qui était complètement à l'inverse de ce que j'avais moi-même imaginé. Ils sont actifs, mais ils n'ont pas d'action à se mettre sous la dent en quelque sorte. Et c'est tout le paradoxe, tout le problème. Imaginez un métier fait de longues périodes d'attente, qui demande en fait de la patience, mais pour lequel on aurait sélectionné des gens qui, eux, ne rêvent que d'action et de course-poursuite. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Extrait d'une vidéo réalisée par le philosophe youtubeur Usul, intitulée « Tout le monde déteste la police ».
Point d'interrogation. Et c'était le propos de Didier Fassin, enseignant à Princeton, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, invité de Bruno Duvic dans le 7-9, le 28 décembre 2011 sur France Inter, à propos d'un livre qu'il venait de faire paraître aux éditions du Seuil intitulé « La force de l'ordre, une anthropologie de la police des quartiers », un livre écrit après avoir partagé le quotidien d'un commissariat en région parisienne et notamment des policiers de la BAC, la brigade anticriminalité. C'est sans doute cet ennui endémique qui vous a valu un 3e procès, Loïc Schneider. Oui, c'était donc une manifestation contre la loi travail à Paris, celle du 15 septembre. Donc c'était vraiment, j'en ai fait plusieurs, et c'était vraiment celle où la présence policière était à son comble. D'ailleurs, ça a été la dernière manifestation. Et donc dès le début de la manifestation, même avant que la manifestation commence, une grosse nasse, des barrières anti-émeutes autour du point de rendez-vous pour se regrouper, et un groupe que je vois se faire nasser, parquer, sans raison apparente, juste parce qu'ils sont une quarantaine à se déplacer, et fouiller, vraiment assez violemment, quelqu'un d'un seul coup qui se fait sauter dessus, interpeller sans raison, finalement relâché et réattrapé une seconde fois. Et moi je vois toute cette scène, et puis ça participe en fait à faire monter la pression et une ambiance un petit peu de révolte en fait. Et du coup moi je suis un peu empris de ça, et je commence à lancer le slogan avec d'autres, libérer nos camarades, donc libérer avec un Z, donc c'est inciter la police à libérer les camarades. Et c'est un slogan très simple. Et derrière en fait, les gens commencent à se regrouper un peu, mais on n'est pas vraiment nombreux, on est 10-20. Et je sens que de toute façon, on n'arrivera pas à faire grand-chose. Mais malheureusement, ça a quand même suffi pour que 4 policiers me sautent dessus, m'interpellent, et je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Et du coup, j'essaie de reculer. Et ils me plaquent vraiment au sol. Je me prends à un moment donné un coup de poing sur le visage. On peut voir la vidéo sur la chaîne YouTube que j'ai publiée où je fais un zoom. On voit clairement, et j'ai saigné du nez, j'étais à terre. Et je leur demande mais pourquoi m'arrêter, et ils ne me répondent pas, ils savent pas encore pour le début. Et donc là ils me disent vous avez été interpellé pour outrage et rébellion, vous allez être en garde à vue. Je dis attends, outrage et rébellion, mais j'ai jamais insulté un policier, vous pouvez pas dire ça, de toute façon il y aura des vidéos qui le prouvent. Je redis ça pendant mes auditions, et finalement à un moment donné en cours d'audition de garde à vue ils disent oui, donc finalement il n'y a pas d'outrage, mais il y a une incitation directe à la rébellion. Vous auriez dit on est plus nombreux qu'eux, on leur rentre dedans et on libère notre camarade. Donc ils jouent sur la subtilité, ils reprennent le slogan libérer nos camarades et ils rajoutent des trucs à côté. Et moi je dis attendez, je sais très bien que j'ai pas dit ça à ce moment-là, d'ailleurs c'était pas du tout propice à ça, et ça sortirait pas forcément de ma bouche d'ailleurs. Donc je leur dis, mais pour autant ils le gardent, cette incitation directe à la rébellion. Et heureusement toute la scène a été filmée donc par un caméraman qui fait d'ailleurs un film sur la jeunesse, sur les mouvements sociaux avec Nuit debout et la loi travail, le jour et la nuit. Et il a filmé toute cette scène, et donc on voit dès le début ma présence où je viens et où je me fais interpeller. Et tout a été analysé minutieusement, et jamais je n'ai dit d'incitation directe à la rébellion, jamais je n'ai dit on leur rentre dedans, jamais je n'ai fait d'outrage, et ça a été reconnu par le procureur le jour du procès, mais j'ai quand même été condamné pour la rébellion. Donc on arrive quand même à quelque chose d'assez magnifique, magique, qui est que je me fais condamner alors qu'il n'y a aucun motif d'interpellation. C'est comme si dans la rue vous vous baladiez, 4 policiers vous sautent dessus, vous frappent, et vous prenez un procès pour rébellion parce que vous avez voulu reculer à un moment donné. On voit très bien sur la vidéo que j'ai pas essayé de donner en plus de coups à un policier. Donc on est quand même sur un niveau totalement dingue. Il faut savoir que l'outrage et rébellion, c'est quand même quelque chose d'assez courant chez les forces de l'ordre. Il y en a eu 20 000 par exemple en 2012, des outrages et rébellions, et il y a 5 cabinets à Paris qui se partagent essentiellement la défense des policiers, et donc c'est un business quand même de 2,5 millions d'euros, donc c'est un sacré truc, et ils ont d'ailleurs touché ces dédommagements, donc 501 euros pour le policier. Cela et étant, 600 euros pour l'État. Loïc Schneider, vous en êtes à ce stade à votre 3e procès. Là, du coup, vous n'êtes plus dans cette naïveté initiale, vous commencez à comprendre un peu le principe. En même temps, on comprend pourquoi, après tout, vous gênez, puisque vous contrecarrez, à travers notamment les publications de vidéos sur les violences policières que vous dénoncez dans les réseaux sociaux, vous contrecarrez ce silence médiatique, finalement. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que finalement, on est toujours dans une image que les gens se donnent, et ils veulent jamais aller au fond des choses. C'est-à-dire, il n'y a jamais la revendication des abus, et c'est toujours quelque chose qui est souterrain. Moi, par exemple, quand j'étais en garde à vue, je me souviens quand j'allais vers ma salle d'audition, il y a à un moment donné un policier qui a frappé, qui a giflé 2 jeunes de banlieue qui étaient là, et parce qu'ils étaient arrêtés pour cambriolage. J'avais discuté après, et puis j'avais dit, attendez, vous n'avez pas honte de les frapper comme ça? Ce qui venait dire que vous n'avez pas honte d'être comme ça. Et juste rappeler, pour voir le complet de ce procès, il y a un article vous tapez sur Google. Paris Lutte, loi travail condamné à 1100 euros pour rébellion sans motif d'interpellation. Un article que j'ai écrit qui retrace tout pour 20 minutes de lecture, mais ça sera complet.
temps où je n'étais qu'un gosse, mon grand-père me disait souvent, assis à l'ombre de son porche, en regardant passer le vent. Petit, vois-tu ce pieu de bois auquel nous sommes tous enchaînés? Tant qu'il sera planté comme ça, nous n'aurons pas la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Petit, ça fait déjà longtemps que je m'y écorche les mains. Et je me dis de temps en temps que je me suis battu pour rien. Il est toujours si grand, si lourd, la force vient à me manquer. Je me demande si un jour nous aurons bien la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Puis mon grand-père s'en est allé, un vent mauvais l'a emporté, et je reste seul sous le porche à regarder jouer d'autres gosses, dansant autour du vieux pieu noir, où tant de mains se sont usées. Ils chantent des chansons d'espoir qui parlent de la liberté. Oh, si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. La, 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 la. À mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, 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 et nous aurons la liberté. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Marc Robin, chanteur mais aussi journaliste, décédé en 2003. Il avait 53 ans. C'était un fin connaisseur de la chanson française, auteur de plusieurs biographies d'artistes français. Ici, en 1976, dans l'interprétation de la chanson écrite sous la dictature espagnole de Franco par Luis Lach. En 1968, l'Escata, dans sa version originale catalane, devenue l'hymne du syndicat polonais Solidarność. Un 4e procès vous concerne est en cours, Loïc Schneider. Oui, c'est ça. Et cette musique, elle a été utilisée dans un montage par rapport à cette journée, donc le 18 février, qui était une journée symbolique par rapport au fait que, comme ils sont venus construire un mur dans la forêt qui a été détruit, maintenant il y avait un départ de la forêt pour aller s'attaquer symboliquement aux grilles, donc au mur qui entoure ce projet. Vous parlez le 18 février. Parlez là du projet de poubelle nucléaire. Projet d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure. Oui. Et donc, une petite vidéo les grilles d'Andras sont tombées, vous tapez sur YouTube, et vous voyez cette vidéo avec cette musique. Et donc, ça fait vraiment le pieu de bois, la grille qui s'écroule et qui tombe. Et c'est pendant cette manifestation où, à un moment donné, donc,
très belle manifestation collective, le vent vraiment qui renvoyait les lacrymos vers les policiers, ils en ont envoyé 400 des lacrymos, et aucune n'a fait un effet sur la foule. Eux, ils étaient masques à gaz, mais ça allait plutôt bien du côté des manifestants. Et à un moment donné, vers la fin, j'étais un peu pris dans une folie, et les gens étaient un peu fatigués, je me suis décalé tout seul vers la gauche pour continuer à secouer les grilles. J'avais vraiment la rage en moi. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis fait encercler et j'ai commencé à courir pour essayer de m'échapper. Je pensais que j'allais y arriver. Et malheureusement, j'étais très bête de penser ça et je me suis fait plaquer au sol. Et d'ailleurs, il y a une scène qui est assez intéressante, c'est que je commençais à parler, à vraiment décrire ma rage et ce que j'avais sur le cœur par rapport à ce projet, et que finalement c'était rien ce que je faisais de secouer une grille, de la couper ou de la faire tomber, et que ce que eux ils allaient faire c'est bien pire pour les générations futures. Et les policiers ils n'arrivaient pas à me regarder dans les yeux, ils perdaient leur force, ils n'arrivaient pas à me soulever. Ça a duré 10 minutes le temps qu'ils me remontent, et ils étaient 2, 3, 4, et ils étaient essoufflés, ils n'arrivaient pas. Et là il y a leur supérieur qui s'appelle le commandant Dubois qui arrive et qui fait: allez messieurs, on reprend nos forces, on reprend ses forces. Et du coup là ils ont repris leurs forces, j'ai continué à parler pour essayer de nouveau agir un petit peu sur leur conscience, et là il m'a étranglé le commandant. J'ai eu des marques de strangulation qui ont été reconnues par le médecin pendant la garde à vue, et pendant 4 secondes je n'arrivais plus à parler ni à respirer, et tout ça c'était parce que je parlais et il voulait pas que je continue à parler, quoi. C'était une manière assez autoritaire de faire comprendre quelque chose, et donc ça c'est en effet un autre procès encore qui s'ajoute à tous les autres. Et je trouve que par rapport à tout ce qui a été fait, en fait, on remarque quand même que l'Andra, elle a détruit une forêt, en fait. En plus, elle l'a fait d'une manière illégale en respectant pas la période de nidification. Donc, défrichage de la forêt, destruction de la nature, et derrière, on a juste une clôture. Et il y a une citation de Thoreau qui dit « Je rêve d'un peuple qui commencerait par brûler les clôtures et laisserait croître les forêts ». Et pour moi, elle a vraiment pris tout son sens en moi. Et Thoreau, d'ailleurs, il avait aussi écrit dans son journal que ce qu'il écrivait, il sentait que c'était pas pour son époque, mais pour plus tard. Et il y a vraiment quelque chose de transcendant dans ses écrits qui prend aux tripes. Et il y a autre chose aussi, c'est une citation qui est intéressante, c'est « Dans la mesure où seul l'intérêt public est concerné, le châtiment est justifiable. Si nous franchissons cette limite, notre propre conduite devient criminelle. » Donc est-ce que finalement tous les actes que j'ai faits sont réellement contre l'intérêt public? Parce que la justice c'est un peu ça, c'est de dire on va calmer les excès de délinquance, de criminalité, mais qui est le criminel dans cette affaire? On revient à la notion finalement discutable, en tout cas discutée du lanceur d'alerte. Loïc Schneider, est-ce que finalement quand on dit de lanceur d'alerte, on pourrait dire aussi éveilleur de conscience, parce que peut-être l'avenir nous le dira, beaucoup de projets ont été abandonnés tout simplement parce que des gens comme vous, à un moment donné, éveillent les consciences. Est-ce que finalement, votre cible principale ne sont pas d'abord vos concitoyens qui, tout simplement laissent faire dans l'indifférence partagée, complète et totale? Je pense que c'est pas non plus de la faute, c'est la faute de ce système qui fait croire qu'on n'a aucun pouvoir et aucune chance d'y arriver. Et je suis très confiant sur l'avenir parce qu'il y a vraiment une très belle dynamique qui est lancée à Bure par tous les gens qui sont là-haut actuellement depuis l'été dernier. Et vraiment, c'est chacune de ces personnes en fait qui partagent, qui fait que ça m'anime aussi et ça nous anime tous et on est tous dans quelque chose de très intense. Et je suis vraiment très confiant et à vrai dire, personnellement, je pense qu'on va y arriver. J'en suis même persuadé. Comment vous expliquez, Loïc Schneider, la différence médiatique qu'il y a eu sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et puis finalement ce projet de poubelle nucléaire à Bure qui peut-être tarde à émerger dans les médias? C'était aussi la volonté de ne pas du tout faire de coup d'éclat parce qu'ils savent très bien qu'à partir du moment où on va parler de ce projet, les gens vont commencer à en être informés et à s'en révolter. Moi, si j'étais pas révolté à l'époque, c'est que je ne savais juste pas ce qui se passait. Et dès que j'ai su les raisons, ce qui me motivait à m'indigner, notamment cet argent qui est distribué, automatiquement on est révolté et on a envie de faire quelque chose contre ça. Donc c'est ce qu'ils veulent éviter. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Loïc Schneider, maraîcher à Bure dans la Meuse, activiste et poète. On va rajouter lanceur d'alerte. C'est le moment de votre choix. On écoute. Dans la nuit de l'attente qui s'étend sur mes jours, l'insomnie enfante la souffrance au séjour. Ces minutes, ces semaines où l'unique pensée est la chute et la peine qui seront prononcées. C'est peut-être la peur qui effrite mon âme, cette crainte quand ma fleur, mes pétales ne se fanent. Est-ce déjà le moment de libérer mes graines, si prématurément pour que d'autres les reprennent ? Qu'ils attisent ce combat de garder allumé en chacun de nos pas le flambeau des idées, pour éclairer nos ombres d'où s'élèvent ces grands rois, tirant de la pénombre qui éteigne notre voix. Oui, gardons le courage, même si quand on l'éclaire, le tyran met en cage, il faut voir la lumière, celle qui brille en chacun, à travers les barreaux, pour qu'envers son prochain, on ne soit un bourreau. Un poème intitulé « La nuit de l'attente », écrit et lu par vous, Loïc Schneider.
C'est l'un des poèmes parus dans le recueil « Poèmes d'un révolté » paru en 2017 aux éditions Kéros. Pour illustrer votre coup de gueule, on l'aura bien compris. Ouais, c'est ça. C'est un poème que j'ai écrit dans la nuit du 9 au 10 avril, après mon interpellation, donc la première interpellation que j'ai eue. Et ça, ça a été juste un bouleversement total pour moi. Et d'ailleurs, c'est une manière, je trouve, qui est complètement incroyable face à une action qui va être réalisée, on va envoyer la police, on va envoyer la répression. Et la police a quand même cette particularité de ne s'intéresser qu'à la conséquence et jamais à l'origine. Et quand on pose des questions même à la justice va demander pourquoi vous avez fait ça. On va parler pendant 2 heures des motivations et à la fin on va dire de toute façon nous ne sommes pas là pour juger sur motivation, sur vos idées, on est là pour juger pour des actes. Et même le policier, à un moment donné, qui m'a dit dans la voiture après ma dernière interpellation, il me disait t'aimerais bien que je vienne défoncer la grille devant chez toi. Donc en fait il y a quand même un problème quelque part, c'est qu'il faut à un moment donné réfléchir. On parle des grilles qui sont autour d'un projet de poubelle nucléaire, c'est pas pour autant que toutes les grilles vont être attaquées. Quoique la propriété privée pourrait y discuter, mais il ne s'agit pas d'attaquer les grilles n'importe comment. Et donc il y a vraiment ce problème terrible au sein de la justice et de la police, volonté absolue de ne pas s'intéresser aux motivations à l'origine, et pire que ça, c'est-à-dire qu'on en arrive à une justice de classe, comme on le voit dernièrement avec l'affaire Fillon, où Fillon ne va nullement être inquiété. Par contre, moi j'ai vu, en comparution immédiate, des gens étrangers, notamment une femme qui parlait pas bien français, qui a pris 6 mois ferme pour récidive, parce que ça faisait 2 fois qu'elle faisait escroquerie de tickets de métro. Elle vendait des tickets de métro à 50, 100 euros, et à des gens qui les achetaient. Et moi je trouve déjà c'est violent que des gens se permettent d'acheter des tickets à 50, 100 euros, en pensant que c'est un vrai ticket et qui va marcher. C'est déjà aussi, c'est révélateur de ce côté un peu touristique, bourgeois un peu, de gens qui n'ont rien et qui sont limités à en venir là, et d'autres qui auraient beaucoup plus. Et cette violence-là, en fait, elle est révélatrice de beaucoup de choses. Et en cours de procès, on va vous poser même des questions sur votre vie, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie. Et en fait, on divague totalement, comme si le fait que je sois par exemple fils d'éboueur, chômeur, ça changerait quelque chose si j'étais par exemple fils de Fillon ou fils de banquier. Et moi je trouve qu'il y a quand même un énorme problème. Si c'est ça la justice, cette justice-là n'intéresse pas. Loïc Schneider, vous devenez un révolté professionnel ? Je sais pas si j'ai du révolté professionnel, mais c'est juste, pour moi il s'agit juste de laisser parler le cri du cœur et pas forcément d'attendre que tout le monde ait un avis, parce que si le monde est tel qu'il est aujourd'hui, c'est bien à cause de la masse, à cause de la majorité, et il faut plus parler aux masses, il faut plus avoir ce discours de massification comme l'ont les médias. Il faut vraiment avoir un discours face à l'individu, laisser la place à chacun d'émerger et d'être une fleur et de s'associer librement les uns aux autres. Et c'est ce qui se passe en ce moment. C'est vraiment magnifique de pouvoir vivre cette période. On voit à Notre-Dame-des-Landes des communes autonomes qui s'organisent à la campagne, et comme ça se fait sur plusieurs autres terrains de lutte contre les grands projets inutiles imposés, que ce soit à Bure, comme ça a été le cas aussi à Sivins, où malheureusement quelqu'un est mort. Donc tout ça est vraiment, c'est une période vraiment qui est propice au partage et à la vie autrement, parce qu'on arrive à la limite de cette folie d'un système à l'agonie capitaliste, et il faut revoir un commun, quelque chose de collectif, quelque chose qu'on construit ensemble, oser aller rencontrer l'autre et ne plus le voir comme un ennemi mais comme un allié, comme quelqu'un qui... Moi j'ai pas... Tout le monde se dit qu'il n'a pas besoin de police pour lui-même, mais pour les autres c'est quand même malheureux, parce que justement voir l'autre dans cette notion seule où il faut qu'il soit contrôlé et géré, c'est ne pas vraiment véritablement rencontrer l'autre. Il faut aller il faut voir l'autre comme on se voit soi-même. Il faut pas voir l'autre comme un ennemi ou quelqu'un à mépriser, quoi. Au début d'entretien, Loïc Schneider, je vous présentais comme étudiant ou ancien étudiant. Avec votre expérience aujourd'hui, je dirais presque du système répressif, de l'intérieur, pour l'avoir vécu, tout le monde n'a pas fait autant de garde à vue que vous, n'a pas forcément 4 procès sur le dos pour atteinte à la sûreté de l'État, on pourrait en discuter longuement. Pourquoi avoir abandonné des études de droit ? Est-ce que finalement ça ne vous permettrait pas d'agir de l'intérieur de façon efficace ? Est-ce que, malgré tout le respect qu'on peut avoir pour les maraîchers, est-ce que ça ne serait pas plus utile pour l'évolution et la maturation de la société de faire bénéficier la société précisément de votre connaissance du système plutôt que de planter des salades ? En fait, je pense qu'il y a j'entends très bien le métier d'avocat comme étant un outil qui permettrait de ralentir des projets, mais dans l'idéal libertaire et anarchiste, il y a vraiment cette notion de... En fait, il y a un moment donné la nécessité de destruction de quelque chose qui ne va pas bien. En fait, on ne peut pas juste se targuer à le modifier. Il y a un ennemi, il y a quelqu'un qui oppresse et qui sait très bien qu'il oppresse. Et ces gens-là, en fait, il faut oser rentrer en confrontation avec eux. Et la destruction fait aussi émerger, c'est aussi une force créatrice. C'est Bakounine qui disait ça, la volupté de la destruction est une volupté des créatrices. Donc il ne faut pas non plus craindre ça. Et moi, personnellement, c'est vrai qu'il y a des lectures, notamment de Jack London, qui m'ont fait évoluer sur la question du fait de faire le métier d'avocat, qui est quand même un métier où on se retrouve dans une certaine classe de la société, où on peut toujours garder ses idées, mais c'est moins évident. Donc c'est dans Ce que la vie signifie pour moi, de Jack London.
Ainsi, je suis retourné à la classe ouvrière dans laquelle je suis né et à laquelle j'appartiens. Je n'ai plus envie de monter. L'imposant édifice de la société qui se dresse au-dessus de ma tête ne recèle plus aucun délice à mes yeux. Ce sont les fondations de l'édifice qui m'intéressent. Là, je suis content de travailler, baramine à la main, épaule contre épaule avec les intellectuels, les idéalistes et les ouvriers qui ont une conscience de classe, et nous donnons de temps en temps un bon coup de baramine pour ébranler tout l'édifice. Un jour, lorsque nous aurons un peu plus de bras et de baramine, nous le renverserons. Lui et toute sa pourriture et ses morts non enterrés, son monstrueux égoïsme et son matérialisme abruti. Puis, nous nettoierons la cave et construirons une nouvelle habitation pour l'humanité. Là, il n'y aura pas de salon. Toutes les pièces seront lumineuses, aérées, et l'air qu'on y respirera sera propre, noble et vivant. Et moi, je trouve que ce passage-là, c'est un autre visage de Jack London qui est assez intéressant. Dans combien de temps tout ça Pour faire toutes ces choses-là. Je sais pas, pour le moment, après ça c'est personnel, mais je me sens plus dans le... plus aller vers tout ce qui est ouvrier du coup. Je me sens beaucoup plus par les choses palpables, les choses concrètes, réelles, tout ce qui est la paysannerie et le métier ouvrier. Et surtout qu'au final, je trouve que parler de partage des richesses est un peu maladroit parce qu'on n'arrive pas clairement à savoir où est la richesse. C'est plutôt les ouvriers créent de la production. Et en fait, c'est juste s'accaparer ce que l'on produit et le partager équitablement entre nous tous. Et moi, c'est vraiment l'idée de l'anarcho-syndicalisme que j'ai envie de partager, et pas d'une manière non plus complètement folle, mais juste d'une manière où on discuter, échanger avec des ouvriers, partager, faire naître, faire germer la graine. Et une fois qu'on sera ensemble, nombreux, on pourra peut-être faire quelque chose. Après, il faut qu'il y ait une entreprise qui accepte, bien entendu, recevoir ce genre de personnes. Merci Loïc Schneider pour cet entretien. Merci à vous de me laisser un espace pour pouvoir m'exprimer. Je rappelle que vous êtes maraîcher à Bure, dans la Meuse, activiste et poète. J'ai rajouté tout à l'heure, et je le referai, lanceur d'alerte. Votre livre de poèmes en alexandrin a été publié cette année aux éditions Kéros sous le titre Poème d'un révolté. Si on veut en savoir plus sur la lutte contre le projet de poubelle nucléaire de Bure en Meuse, dans laquelle vous êtes très engagé, rendez-vous sur www.vmc.camp, comme un camp. Depuis l'enregistrement de cet entretien, nous avons appris qu'à l'issue du deuxième procès, le tribunal n'a retenu ni les réquisitions de la procureure de la République qui demandait 10 mois de prison, dont 5 fermes, ni la demande de l'ANDRA de 45 000 € de dommages et intérêts, condamnant finalement Loïc Schneider à 4 mois de prison avec sursis, 500 € de dommages et intérêts et le relaxant pour le prétendu acte de rébellion. Vous pouvez réécouter cette émission et toutes les précédentes sur durablementvôtre.fr.